Mesdames et messieurs, nous allons définir donc le mariage coutumier ou traditionnel comme étant l'union d'une femme et un homme célébrée par une autorité coutumière suivant des rites coutumiers. Qu'en est-il de la dot? La dot en Afrique, encore couramment appelée la valeur de la femme, une pratique qui reste incontournable dans plusieurs pays africains et qui permet d'unir deux familles. Un rite codifié et hautement symbolique qui est indissociable du mariage coutumier ou traditionnel. C'est donc un événement au cours duquel la famille du fiancé va offrir, à l'occasion d'une cérémonie solennelle, des présents à la famille de sa bien-aimée. Il s'agit généralement des objets de valeur, à l'instar des bijoux, des vêtements, des casseroles et bien d'autres. Ceci dit, est-ce que le mariage coutumier est reconnu par la loi camerounaise? Protège-t-il l'épouse de quelque forme que ce soit sur le plan légal? Nous serons tentés de dire non ou pourquoi pas rester dubitatifs. Car sous le titre 7, intitulé « Dispositions diverses et transitoires », l'ordonnance du 29 juin 1981 relative à l'organisation de l'état civil au Cameroun dispose de manière concise à l'article 81 que, alinéa 1, les mariages coutumiers doivent être transcrits dans les registres d'état civil du lieu de naissance ou de résidence de l'un des époux. Mais, toutefois, le président de la République peut, par décret, interdire sur tout ou une partie du territoire la célébration des mariages coutumiers. Alinéa 2. Point. Ce texte, à l'évidence, ne dit pas clairement quelle est la valeur juridique du mariage coutumier. Bien plus, l'expression transcription, quelque peu, peut prêter à confusion. Car pour ce qui concerne la définition de la transcription, il s'agit tout simplement d'une formalité de publicité de certains actes juridiques qui consiste à recopier totalement ou partiellement cet acte sur un registre officiel. Faut-il donc voir en la transcription une formalité substantielle ou alors une véritable disposition légale qui protège l'union? Si oui, de quel ordre? Nous allons en savoir plus tout à l'heure avec la contribution de Madame Estengale, juriste, mais avant, écoutons l'homme de la rue sur la question suivante. Afin de légaliser votre union, auquel du mariage traditionnel ou civil accéderez-vous en premier? Bon, aujourd'hui, je pense que le mariage civil est plus important parce que ça couvre les deux partenaires. Néanmoins, je ne mets pas de côté la place du mariage coutumier qui est déjà très important parce que les deux familles doivent s'unir et se comprendre avant de procéder au mariage civil. Between traditional marriage and legal marriage, me, I prefer traditional marriage because there is something that you gain when you go traditionally because they are the real people that are concerned. With legal marriage, you can meet any person on the road and the person signs you a document which is there's no commitment in the document, and that document is usually used only when in case there is death or whatever. I can just say that is not real marriage, it's just paperwork. Si je suis amenée à choisir entre mariage coutumier et mariage civil, je vais choisir le coutumier parce que déjà, je vais d'abord choisir satisfaire mes ancêtres en moi. Parce que quand on dit souvent les ancêtres, c'est une bénédiction. Je souhaite avoir les bénédictions de mes ancêtres d'abord avant d'avoir les bénédictions de la population. Je choisirai le mariage civil parce que l'État reconnaît le mariage civil et non le mariage coutumier. Le mariage coutumier, c'est ça qui unit les familles et c'est reconnu dans la Bible. Parce que c'est la Bible qui nous parle du mariage coutumier. Je choisirais le mariage coutumier parce que c'est le premier mariage, le mariage qu'on connaît. L'autre là, c'est les choses des blancs, ça vient après. Voilà. Retour sur ce plateau après avoir écouté les avis de quelques personnes dans la rue. Alors, je vais poser la même question sur ce plateau. Si on vous demandait de choisir entre vous faire doter
ou alors aller devant monsieur le maire? Quelle union choisiriez-vous? Parce qu'il y a dans certaines tribus ou dans certaines parties du pays où certaines personnes, la dot a plus de valeur que le mariage. La parole à qui veut la prendre? Alex? Léon? C'est une question, disons, double tranchante, dans ce sens où les deux sont assez complémentaires. Nous vivons en Afrique et nous ne pouvons pas nous comporter comme si voilà, l'esprit de famille ou, comment on dit ça, l'environnement familial ne compte pas. Donc, même si vous allez signer à la mairie, vous serez toujours... Il faut choisir après il faut choisir. Laissez Fanny va développer. Même s'il faut aller à la mairie, après, vous serez toujours embarrassé de voir vos parents, vos grands-parents, comme si, voilà, vous êtes sortis de nulle part. Parce que, voilà, donc c'est un peu ambigu, Mireille. Je ne saurais choisir parce que moi-même, j'ai fait les deux. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a un qui est... Oui, moi, Léonie. je peux dire à ma fille, si il faut absolument choisir, je veux lui dire, dans l'environnement politique dans lequel nous vivons, ma fille choisit le mariage civil. Donc, ça ne te dérange pas qu'on ne vienne pas te voir, tu ne bois pas, tu ne manges pas, tu ne veux rien. Justement, c'est cette appréhension-là. Mais on va discuter aujourd'hui de la dot. Tu ne veux pas manger. La dot, justement, est considérée comme la mangeoire. On ne peut pas considérer notre progéniture comme un objet commercial. Voilà. Dans la plupart des familles, on pense toujours que nos jeunes filles que nous avons élevées sont des objets. On doit respecter la tradition. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter la tradition qu'est la dot, mais la dot est un acte symbolique. Donc, s'il faille choisir, je dirais à ma fille, Boubi, choisis le mariage civil, parce qu'il est plus protecteur dans notre contexte que le mariage traditionnel. Moi, je suis anticonformiste. Voilà. Je suis très anticonformiste aujourd'hui parce que je pense qu'au finish, c'est l'équilibre de la famille qui est la clé. Tout à fait. Et je pense que mariage civil comme mariage coutumier, c'est une question de sécurité qu'on cherche. Parce qu'on se dit, je suis chez un homme au civil, je suis sécurisé au cas où il n'est pas là, j'assure mon avenir ou l'avenir de mes enfants. Au côté traditionnel, pareil. Donc moi, je suis anticonformiste, je suis vraiment pas dans les deux camps. Pour moi, c'est de s'aimer. C'est-à-dire mariage civil ou mariage coutumier, si vous vous aimez, et vous allez sur de meilleures bases. Honnêtement, je ne suis ni mariage. Non, pour moi, le mariage, c'est un engagement personnel entre deux personnes qui se fait juste matérialiser sur un papier. Donc, une fois que vous avez votre engagement personnel entre les deux, et que vous avez tout de même l'accord, ou alors l'accord ou la validation de la famille, parce qu'après, il faut bien que maman te donne quand même sa bénédiction. Pour moi, c'est bon. Hein? Les grands-parents et tout ça. S'il y a mariage civil ou coutumier après, tant mieux. C'était très, très, très édifiant. Ta position, c'est quoi? Tu préfères, tu choisis lequel des deux oui, je ne peux pas dire quelque chose et avoir fait le contraire. Parce que pour moi, les deux sont liés. Je ne peux pas prendre la fille de quelqu'un, la mener à l'état civil sans l'avoir honorée chez ses parents. Cette fille ne sort pas de nulle part. Moi, j'ai doté mon épouse, comme on dit chez nous. Voilà. Pour toi, la dot est synonyme de... La dot, parce que vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très important. L'État du Cameroun reconnaît le mariage coutumier, mais il ne le consacre pas. Il n'a pas une valeur juridique. Dans le droit positif, c'est rien du tout. Mais c'est reconnu quand même. Mais c'est reconnu à titre symbolique. Peut-être que dans les années à venir, ça pourrait être... Parce qu'il y a une volonté de préservation de la famille. Vous savez, au Cameroun, par exemple, le ministère de la promotion de la femme est accolé à une autre volonté qu'on appelle la famille. Beaucoup de sociétés aujourd'hui sont dans des politiques de destruction de la famille, on va dire originelle, père, mère, enfant. Or, cette pratique ici au Cameroun, c'est-à-dire consolide encore quand même l'idée qu'on veut avancer. Ce soir, pour vous présenter une nouvelle femme d'impact. Juriste diplômée à l'Université de Franche-Comté à Besançon en France, elle s'engage dans le développement économique de son pays à travers la gestion de plusieurs postes
à haute responsabilité, de responsable à la SOCAR, à cadre supérieur à la CNPS et elle est à la tête du service du patrimoine immobilier. Femme engagée, elle devient conseillère municipale de la mairie de Douala 4e et vice-présidente de l'église évangélique du Cameroun. Elle s'investit à la lutte pour les droits des femmes au travers de ses différentes associations, à l'instar de l'ACAFEJ, Association camerounaise des femmes juristes. Elle y sera vice-présidente couplée à son poste de secrétaire générale des femmes leaders, association du même type. Épouse de Sa Majesté Dr Ngalem Bodjo, elle devient la reine du village Bonangan dans le canton Bodiman, ce qui lui confère un titre d'autorité traditionnelle reine consort. Ce soir, elle portera dans ses multiples casquettes. Veuillez accueillir comme il se doit la reine Esther Ngalem Bodjo. Ouais. Bienvenue Esther Ngalem Bodjo, Medi Kongé. Esther Ngalem Bodjo, dit Kongé. Vous me permettez de le préciser ici, c'est la sœur aînée de l'artiste Henri Di Kongé. Wow. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Ngalem. Vous êtes épouse de chef, donc vous êtes au cœur de la cérémonie de dot, parce que nous parlons ce soir de la dot. Vous êtes notre femme d'impact. Nous avons découvert votre parcours impressionnant grâce à Fanny, qui vous a présenté tout à l'heure. Et on sait que, en tant que femme épouse de chef, qui est une autorité traditionnelle, vous êtes souvent au cœur des cérémonies de dot. Vous accompagnez souvent les familles. Alors, vous allez nous dire quel est le rôle d'une reine ou d'une épouse de chef dans le processus de la dot, parce qu'on sait que la dot à la base était pour unir les familles. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors pour répondre à votre question, vous demandiez quel est le rôle d'une épouse de chef lors de la cérémonie de la dot, parce que nous parlons de la dot ce soir. Fait, oui. Ce que je pourrais dire, c'est qu'en général, dans notre pays, au Cameroun, la femme de chef n'a pas un rôle précis. Elle accompagne Sa Majesté dans l'accomplissement de ses missions, dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais comme on parle de dot, je peux déjà dire un mot de ce que j'en sais, parce que par ailleurs, je suis juriste et j'ai écouté déjà pas mal d'interventions à ce sujet. Alors, ce que je peux dire en premier, c'est que la dot, qui est un processus dans le cadre du droit coutumier, est l'apport des biens de la famille qui veulent prendre une femme comme épouse. Et cela concerne notamment deux familles. C'est-à-dire que la chefferie traditionnelle en tant que telle n'intervient pas. Et que dans le cadre du droit coutumier, parce que vous savez que nous sommes au Cameroun, le Cameroun est un état de droit. Autant on applique le droit coutumier, autant on applique le droit positif. Et dans le droit positif, la dot n'a pas de valeur juridique. Et c'est le mariage qui est reconnu. Nous y reviendrons, Esther Ngalem Bodjo. On a compris que l'épouse du chef ne joue pas un rôle véritable, particulier dans les cérémonies de dot, mais on sait quand même que les chefs sont souvent appelés par les membres des familles, on ne dit pas les chefs des familles, pour pouvoir venir certifier, on va dire quoi, ou comment on dit, authentifier la cérémonie de dot, parce que c'est quand même une autorité traditionnelle. Oui, oui. C'est-à-dire, comme c'est un processus, ça commence par les familles blondées, les familles nucléaires élargies.
c'est la famille X qui veut prendre comme épouse la fille de la famille Y. La première démarche est donc de la famille nucléaire élargie. Il n'en demeure pas moins vrai que le chef, parce que vous savez, il y a des degrés, il y a des chefs supérieurs, il y a des chefs de 2e degré et il y a des chefs de 3e degré. Ils ont également leur rôle à jouer. Donc, à ce niveau-là, ils interviennent. Mais le contrat de mariage coutumier, qui est le document final pour la dot, est signé entre les chefs de famille des concernés, des futurs mariés. Parlons justement, bonsoir Madame Gallet. Bonsoir. Parlons justement de contrat de mariage coutumier. On a vu tout à l'heure que les dispositions légales demandent une transcription. Nous voudrions donc savoir en quoi est-ce qu'est utile sur le plan légal la transcription. Est-ce juste une formalité ou alors cette transcription-là a une véritable valeur juridique qui protège la famille ou la femme dans un cas particulier? Si oui, de quel autre? Sur le plan juridique. Pour répondre à votre question, cette inscription a toute sa place. Certes, la valeur qu'on donne à ce contrat coutumier, c'est d'abord dans le cadre du droit coutumier. Mais l'inscription est également valable parce que, écoutez, c'est vrai qu'au niveau de la loi, on ne peut pas parler du mariage coutumier. On parlera du mariage civil. Mais néanmoins, on demande que cette inscription soit faite. Mais je voudrais attirer l'attention. Vu que finalement, la loi ne reconnaît pas... Non, je pense que c'est un processus. Et je pense que le législateur devra y songer parce que, pour votre information, dans le nouveau code de procédure pénale, vous savez que la loi punit la dot excessive. Parce que aujourd'hui, la dot a beaucoup changé. La dot qui avait un caractère symbolique est devenue plutôt un fonds de commerce. Pour certaines familles, il y a des dots excessives. Et là, voilà déjà un pas où le législateur, dans le code pénal tout au moins, condamne la dot excessive. La dot qui n'avait pas en fait un caractère juridique. Mais voilà déjà que le législateur intervient. Donc, pour répondre à votre question, la prescription n'est pas inutile. Bon. Donc, quelque part, si je devrais retenir quelque chose, c'est qu'après avoir terminé la cérémonie coutumière, on devrait aller l'inscrire dans les registres des mairies. Ouais. Mais à la fin de la journée, si jamais mon mari décède, je n'ai accès à rien parce que... Encore que les termes ont leur place, hein, parce que, bon, c'est vrai, quand on dit mari, je suis juriste, pour moi, le mariage coutumier et le mariage civil, les deux sont liés. Je pense qu'après le mariage coutumier, la dot et tout ça, il faut absolument le mariage civil parce que le mariage civil donne des droits et des obligations. Parce que dans nos coutumes, c'est un droit non écrit. Si nous avions déjà un code coutumier, on saurait comment ça se passe. Alors que le droit civil est là. Il y a pas mal d'articles qui réglementent donc le mariage civil, notamment l'article 144 du Code civil. Alors moi, le conseil que je donnerais, c'est que aujourd'hui, et encore que là j'exagère peut-être un peu, le mariage coutumier, c'est un peu comme viens on reste. Parce que le mariage coutumier n'a pas de valeur juridique devant le droit positif. Et les mariages coutumiers, il y en a maintenant un peu partout. Tout à l'heure, je discutais avec Flore au téléphone. Vous savez, hein, aujourd'hui, les hommes, ils font des mariages coutumiers dans toutes les régions du Cameroun. Oui. Il y a des contrats de mariage coutumiers partout. Bon, c'est comme ils ont commencé également des mariages civils. Mais justement, la loi protège. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 10 000 mariages civils. Il y aura un qui sera valable, les autres seront nuls. Alors que les mariages coutumiers, bon, je suis épouse, je suis reine de chef, les mariages coutumiers, comme ce n'est pas encore écrit, ça varie souvent d'une famille à l'autre. Voilà. Donc, si on devrait justement attirer l'attention de nos sœurs et des dames qui nous écoutent, eh bien, mesdames, si vous êtes mariées au traditionnel, oui. Comme on a souvent l'habitude d'entendre, vous n'êtes pas en sécurité. S'il vous plaît, exigez à être légalisé de manière officielle à travers le mariage civil.
Bon. Mais c'est très bien de le dire. Hein. La reine, bonsoir, madame. Bonsoir, bonsoir. Je suis très admirative de votre parcours. Je suis Léveniela, épouse Chedjou, juriste également de formation. Donc ça fait plaisir au tympan de vous entendre. Ce qui est ici important de reconnaître, la reine l'a si bien dit. Le mariage civil, c'est encadré par des règles de droit. Oui. Fait naître des obligations et des devoirs. Le mariage coutumier, quant à moi, a un manquement. Alex a parlé tout à l'heure et j'ai apprécié le mot sacrément. On le reconnaît, mais est-ce qu'il est sacré? Est-ce qu'il est imposable? Aujourd'hui, oui, on a reconnu le petit bonjour du législateur en nous disant, ok, la dot excessive sera encadrée par ça, sera poursuivie pénalement et tout. Mais on ne va pas mâcher des mots ce soir. La dot et le mariage civil, mes sœurs, prenez le mariage civil. Vous êtes protégés. On ne dit pas de ne pas aller rendre honneur, de faire honneur à vos familles, non. Mais le mariage civil est encadré par la loi. Vous connaissez, nous sommes dans un pays. Le Cameroun, c'est un pays de droit. Donc, essayez de voir vous-même avec vos conjoints ce qu'il y a lieu de faire. Je rebondis parce que nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous, nous sommes des Camerounais. On ne peut pas négliger nos coutumes. Il n'y a pas de peuple sans coutume, sans tradition. Et je pense que au niveau de la tradition, la dot dont on parle aujourd'hui devrait avoir un caractère symbolique. Tout simplement, parce que vous ne pouvez pas vouloir prendre votre compagne de vie sans avoir vu sa famille. Ça ne se fait pas. Vous n'avez pas poussé comme une herbe. Alors, je pense que la dot a sa place, mais elle doit être symbolique. Et les hommes, puisque jusqu'à présent, c'est quoi une place qui n'a pas de valeur intrinsèque? Parce que il faut qu'on se dise des choses. C'est un débat très délicat et j'ai peur que des gens vont nous comprendre à leur façon. On ne dit pas que ce n'est pas important, mais nous parlons de la valeur juridique. Bon, après il y a l'honneur, parce qu'il faut qu'on se situe dans quel monde nous essayons de surfer. Si on dit qu'il faut respecter les parents, à l'époque, peut-être, pourquoi pas, essayons d'encadrer le statut de la dot. Pourquoi ne même pas remettre la dot dans un état symbolique? Parce que c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, les familles ont pris la dot pour s'enrichir. On a des dots qui coûtent 50 millions. On a des dots qui coûtent 16 millions. Alors que le fils n'est qu'un cadre qui touche 400, 500 000 francs le mois. Donc, je voulais rebondir pour dire que, et ça, c'est un appel du pied qu'on fait aux chefs traditionnels. Je pense qu'ils doivent mener une réflexion. Mais à mon expérience, j'ai constaté que la tradition n'étant pas écrite, on voit donc dans les faits, dans les constats que nous faisons chez nous, quand une femme décède, même une femme mariée, il y a toujours des disputes de corps, etc., à qui appartient le corps et d'un. Et deuxièmement, dans les discussions au niveau de la tradition, elle n'a pas été dotée, elle n'a pas droit à ceci, parce qu'une femme mariée, en fait, elle doit être enterrée dans le village de son mari, quand elle ne l'a pas été. Et c'est là où on se rend compte que la tradition, en fait, je pense que la tradition, étant donné que c'est un droit coutumier, doit également être encadré. Parce que le droit coutumier applicable chez nous, il n'est pas comme le droit positif où il y a donc un code. Mais il faudrait peut-être qu'on ait aussi un code coutumier. Et c'est là que ça devient intéressant, Madame Ngalet, parce que on va beau dire que oui, la dot n'est pas reconnue sur le plan juridique, mais pourtant il est quand même inscrit dans le code de la famille, il est quand même reconnu comme un acte traditionnel. Mais lorsque survient le décès de l'épouse ou de votre conjoint, il y a des personnes qui disent non, moi je n'ai pas l'argent pour être dotée, mais il va quand même devant le maire avec la dame, mais lorsqu'elle décède, il n'a pas le droit sur cette femme. Pourtant, sur le plan légal,
c'est son épouse, mais sur le plan traditionnel, c'est pas son épouse, parce qu'il n'a pas doté. Et du coup, le corps revient à la famille. Mais à la famille. Non. Le corps revient à la famille. Vous faites la preuve. On a une femme qui a été dotée par un mari, par un monsieur, et le monsieur décède, elle part se remarier. Elle se marie 2, 3, 4 fois chez 4 personnes. Et ces 4 personnes également ont doté. Mais lorsqu'elle décède, on dit c'est le premier à avoir doté cette femme, c'est celui qui appartient au corps. C'est sa famille, même s'il n'est plus là, c'est sa famille qui va récupérer le corps de cette dame. Et les autres 4 maris qui sont venus après, qui ont doté aussi, là on comprend, c'est à ce moment qu'on voit la valeur de la dot. La dot. C'est pourquoi il faudrait... voilà, s'il y a des réactions dans le public, mesdames, si vous voulez réagir. Parce que déjà, si il y a beaucoup de vie, ça n'a pas de sens. Je vais essayer peut-être, si vous permettez, parce que moi je suis Sawa, donc on appelle la reine chez nous Nyangwasu. Donc Nyangwasu, et puis c'est un grand honneur d'être aujourd'hui assis à ses côtés. Pour les plus jeunes qui nous suivent, c'est une très très grande référence en matière des droits de la femme au Cameroun. Nous ne pouvons pas parler de droits de la femme. On l'a connu avec la Cafège, il y a de nombreuses années. Elle incarne vraiment la femme moderne, la femme traditionnelle. C'est une belle pioche, Mireille, félicitations. Ce que j'aimerais dire, elle a présenté ici quelque chose de sensible qui a été peut-être survolé dans nos réactions. C'est le fait que les décisions changent selon les familles. D'une cour à l'autre, vous avez de nouvelles lois en matière coutumière. C'est la même chose en termes de rites de veuvage abusif. J'étais une fois dans une conférence avec le maire de la ville de Douala et Sa Majesté le roi de Bonateki, et il nous expliquait la difficulté qu'ils avaient à trancher. Parce que chaque famille a ses rites de veuvage. L'idée même d'engager une discussion pour arriver à une sorte de code coutumier fera qu'il faudra prendre l'avis de chaque famille. Je prends par exemple chez nous les Douala, après la tribu il y a le clan, après le clan il y a le foyer, après le foyer il y a les sous-foyers, c'est-à-dire on parle de Dio, de Tumba. Donc l'état de droit a essayé de répondre à cette difficulté. Et Sa Majesté est venue ici tout à l'heure encore en recadrant sur l'aspect symbolique. Le code pénal vient arrêter les dérives sur tout ce qui est abusif, parce que la terminologie qu'on a donnée à cette infraction, c'est dot abusive. Le cas de Mireille, il est prévu dans les annulaires de cet article 357 que quand vous prenez par exemple une femme qui avait déjà été dotée, vous devez restituer la première dot. Exactement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de PV entre deux familles qui attestera demain en cas de litige. Mais au Cameroun, la propriété du corps appartient au mari qui est allé à la mairie. Le seul mariage qui est reconnu au Cameroun n'est ni religieux ni traditionnel, il est civil. Mais on en a en réalité non, ça c'est un abus. Je finis avec la mort. Ben voilà, on a bon, après la propriété du corps, une femme peut faire son testament et tout, elle est libre de ce qu'elle veut. Pas une femme mariée. Parce que, vous savez, voilà donc comment le législateur, quand c'est le mariage civil, on se réfère à un document qui réglemente tout cela. Vous comprenez? Parce que quand vous êtes déjà marié, c'est une espèce de prison. Hein. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Et d'ailleurs, c'est stipulé dans la loi. Et ce qui fait que, comme nous parlons de la dot aujourd'hui, c'est sur le plan coutumier que beaucoup de choses. Vous avez évoqué le chef de Bonateki. Voilà un des chefs. Ils ont essayé de codifier les rites de veuvage. Parce que ça, c'est un sujet, c'est ma tasse de thé, hein, les rites de veuvage, parce que j'ai fait plusieurs. Donc, oui, parce que j'ai fait une étude sociologique que j'ai présentée à Cape Town, en Afrique du Sud. Les rites de veuvage au Cameroun, ça varie d'une région à l'autre. Dans le pays Bamileke, c'est autre chose. Chez les Sawa, chez le centre, chez les Bétis. Donc, il faudrait à un moment donné essayer de codifier tout cela. Ça permettra à la population de mieux se comporter. Et je pense même que, à l'avènement du document tant attendu, le code de la famille, il faudra, oui, il est attendu. Il faudra que ce sujet y soit. Je voudrais savoir sur le plan traditionnel,
face à un second mariage, si nous retrouvons le premier mari qui refuse de récupérer sa dot qu'il a donnée, par exemple, est-ce qu'il y a une disposition légale, par exemple, pour permettre qu'il vous libère? Mais encore que par rapport à cet exemple, moi, sur le plan traditionnel, je ne sais pas, j'ai bien peur que souvent ils ne font pas attention. La reine, j'ai déjà vécu cette situation. Oui. Et dans ma tribu, moi je suis Bakaka du Mongo. Oui. Dans ma tribune, dans cette situation, on remet, si l'époux ne voudrait pas récupérer sa dot, on la rembourse sur le chef. Voilà. Qui va jouer le rôle d'arbitre. Va jouer le rôle d'arbitre. Il va essayer. Flore, voilà donc. Voilà, parce qu'il y a des hommes qui sont souvent de mauvaise foi, qui disent comme tu m'as quitté, comme tu veux plus être avec moi, je te bloque ta vie, je te bloque avec la dot, je ne veux pas recevoir, je veux pas que tu me rembourses ma dot. Et vice versa, parce qu'il y a aussi d'autres préoccupations. Alex, excuse-moi. Il y a un autre point. Souvent, on veut même bien te doter. Tu as connu ton copain à l'étranger et ta famille même exagère pour la dot ou bien te pose des conditions terribles. Et là également, le chef intervient. Le chef peut intervenir. Donc voilà donc les prérogatives du chef traditionnel. Voilà, on va revenir. Moi j'avais une question, j'avais un exemple, excusez-moi ma reine, j'avais un exemple vécu de famille. Si par exemple on a un monsieur, comme vous l'avez dit, il y en a qui font plusieurs mariages traditionnels. Alors on a un monsieur qui a doté 2 femmes et ces 2 femmes ont eu des enfants. Donc il y a une première qui a eu des enfants et après il y a une deuxième qui en a eu. Maintenant à la suite ce monsieur il décède. Parce qu'on parle au moins on a 15 ans de vie commune dans le couple, le premier couple, 15 à 20 ans, et dans le second, on a 8 ans, 5 ans. Alors, quand le monsieur décède, la famille du monsieur débarque et ramasse tout et laisse la veuve à la rue avec les enfants. Et elle, se disant qu'elle n'a pas d'acte de mariage, elle s'est repliée sur elle-même pour pouvoir se battre. Est-ce que le législateur prévoit quelque chose ? Parce qu'on sait quand même que 6 mois de viol c'est déjà reconnu. Quelqu'un qui vit déjà avec une femme pendant 6 mois, il y a déjà cette reconnaissance légale. C'est du concubinage. Oui, il y a des enfants qui sont nés. Non, votre question est d'actualité, elle est pertinente. Oui. D'abord, recadrons d'abord ce cas d'espèce. Oui. Parce que l'exemple que vous prenez, c'est un couple non marié aux yeux, sur le plan du droit positif. Oui. Et tout à l'heure, je disais qu'un conseil, c'est qu'il faut un acte de mariage par devers un officier d'état civil. Parce que quand il n'y a pas d'acte de mariage, vous êtes livré à vous-même. Et l'exemple que vous venez de donner est patent. Parce que où le concubinage n'est pas reconnu au Cameroun. D'accord. Donc maintenant, dans ce cas-là, parce qu'on ne laissera pas cette dame dans cette situation, alors c'est le plan traditionnel sur la dot parce qu'on veut savoir. Non, Mireille, merci déjà pour cette prise de parole. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Une fois de plus, je vous embrasse. Ce soir, ça sera très chaud. Je compte sur Alex, Vicky, Fanny pour rebondir parce qu'il faut qu'on discute. C'est en discutant qu'on pourra, éclairer certaines personnes. Évidemment, nous n'avons pas le monopole du savoir. Nous remettons à vos commentaires et aux spécialistes. On connaît que nos fans, vous êtes des spécialistes des commentaires. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi, Mireille, dans Consolidation de couple, j'ai choisi de parler de la dot dans le couple. Waouh! Oui. C'est très important. On va débattre. C'est très sérieux. Très sérieux. La dot dans le couple. La dot dans le couple. Donc je vais aborder mon nez sérieux parce que vous savez que je suis toujours en train de rigoler. Comme c'est un sujet délicat et controversé, voici ce que j'ai préparé pour vous ce soir. On t'écoute, Léo. Ce soir, nous abordons un sujet délicat, très délicat, la dot dans le couple. La dot, une tradition ancienne qui persiste dans certaines cultures, suscite de nombreuses interrogations. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 2 questions, à savoir, la dot peut-elle conduire à la perception erronée de l'achat de la femme par l'homme? Yes. Les femmes dotées,
est-ce qu'elles sont plus épanouies que les femmes non dotées? Est-ce qu'elles respectent plus leur mari? Ou est-ce qu'elles sont plutôt chosifiées? En sachant que quand on te dote, pour la plupart du temps, on pense qu'on t'achète. Et que tu leur appartiens. Et que tu les appartiens. Tu es sa chose, comme on dit entre guillemets, permettez-moi l'expression. Sur la perception de l'achat de la femme. La dot est souvent considérée comme un échange de biens entre les familles des futurs époux. Certains soutiennent que cela peut mener à une perception de l'achat de la femme par l'homme. Cependant, il est important de noter que cette vision est simpliste et ne tient pas en compte l'évolution des mentalités et des valeurs au sein des sociétés actuelles. Dans de nombreuses cultures, la dot est avant tout symbolique. Elle représente le respect et la reconnaissance envers la future épouse et sa famille. Elle peut être perçue comme un moyen de soutien économique dans d'autres cieux, je pense bien aux côtés de l'Asie, pour le couple, ou une façon de renforcer les liens familiaux. Nous les voyons ici souvent en pays où il faut faire des intérêts économiques, on se fait une dot. Il est donc réducteur de généraliser en affirmant que tous les hommes qui versent une dot considèrent leur conjointe comme une propriété acquise. Non, je pense pas. Bon, pour la plupart des femmes dotées, en parlons-en, il est question de savoir si la femme dotée est épanouie. Pour ma part, je trouve que c'est un complexe. Il est indéniable que la dot peut offrir une sécurité financière à la femme et en plus, il faut voir, et lui permettre d'avoir une certaine autonomie sur plusieurs plans. Cependant, elle ne garantit pas automatiquement son épanouissement personnel. Parce que sur ce plateau, nous allons toujours dire, par plusieurs fois, nous allons nous répéter que l'épanouissement de la femme passe par plusieurs facteurs. L'éducation, ses aspirations personnelles, peut-être ses relations au sein de sa famille, la dynamique de son couple, pourquoi pas, mais la dot n'est qu'un élément parmi d'autres qui contribuent à son épanouissement. Mais est-ce qu'il faut en faire une généralité? Pour sortir, je voudrais qu'on discute, les filles. On t'écoute, Léo. Alex, je voudrais qu'on discute chez le public et répondez sincèrement. Dans le couple, est-ce que la dot, c'est du respect, de l'honneur, ou est-ce que la dot aujourd'hui est une chosification de la femme? Aïe, 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 aïe. Et puis je veux que vous soyez sincères. Question là, Léo. Est-ce que je peux commencer? Tu peux commencer, il n'y a pas de problème. J'attends Alex. Je vais hâte de commencer. Ouvrir le bal. Alors, Léonie, pour ma part... Respect, honneur ou chosification. Ne me tournez pas ici avec vos réponses de 10 km. On va dire qu'il y a des abus. Donc, moi, je suis vraiment au milieu. Il y a des abus, en fait. Il y a des abus parce que, comme on l'a dit, le socle familial est sacré. On ne saurait venir, un monsieur ne va pas venir prendre l'enfant d'autrui sans se présenter. Mais à la fin, une fois qu'il le fait, ça devient un piège lorsque les choses vont mal. Voilà où le problème se situe. Et on pourrait un piège comment, Vicky? Un piège comment? Un piège, par exemple... Quelqu'un qui te dote, c'est le piège? Non. À la fin, non, au départ, il a de très bonnes intentions. Mais au regard du volet, quand même, sur le plan coutumier, sacré de la dot pour les familles et tout ce qui va avec, demain, quand les choses vont mal, comme je dis tantôt, ça devient un piège. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es avec ton gars, il t'a doté, ça va. Le jour où il y a des problèmes, un autre gars vient, il dit qu'il ne prend plus. Par exemple, comme on l'a dit tantôt, ça devient les problèmes. 1. 2. Il suffit qu'il aille dans ta famille et qu'il investisse une somme qu'il estime faramineuse. Tu deviens son tambour à la maison, c'est-à-dire que tu deviens je vais dire, sa chose. Oui, tu deviens sa chose. Respect, honneur ou chose. Voilà. Tu deviens sa chose. Et son revers de frustration. Voilà en fait le problème. Il estime qu'il t'a acheté. Donc moi je pense, donc est-ce que, ce qui me pousse à poser une question que j'aurais dû poser à notre invité, c'est-à-dire si moi j'estime que mes parents ont demandé une dot assez élevée, et que peut-être c'est moi qui va subir après, parce qu'après les parents prennent tout ça et ils ne sont pas avec toi dans le couple, ne viennent pas vivre avec ton partenaire, et que j'estime que je vais subir tout ça, je peux m'opposer, je peux dire à mes parents, je ne veux pas que vous preniez autant de biens ou autant d'argent pour moi,
Parce qu'après, je vais être considérée comme un objet ou comme une propriété. Après, il y a des familles où c'est sacré, où le parent peut décider de ne pas bénir ton union parce que tu ne lui as pas... Tu n'as pas donné un nom, tu as non, non, mais j'ai accepté, mais je n'ai pas voulu... Par exemple, si on me demande 5 bœufs et que je dis non, c'est exagéré, je connais les revenus de mon partenaire, je vous donne 2. Et que c'est toujours... C'est ce qui pousse plusieurs garçons. Aujourd'hui, la dot, je vous explique, vraiment, c'est très drôle, mais ça fait mal en même temps. La dot est devenue une... Les gars font la veille concurrentielle. C'est-à-dire, un gars peut prendre même 10 listes, 10 dots. Il demande la dot partout. Il fait la veille concurrentielle. Et maintenant, la fille ou la famille qui a le prix le moins cher, et il s'en va doter. C'est parce que justement, ces parents, il y a des familles qui capitalisent sur la dot. Et il y a beaucoup de subtilités familiales aussi. C'est-à-dire que, bon, pour ceux qui sont un peu superstitieux, derrière, souvent disent non, on va maudire ton mariage, entre autres, si on ne donne pas ce que tel oncle veut. Bon, Vicky, moi je pense ça devient... Après vous avoir écouté toutes les trois, moi je pense que tout part du couple en lui-même en fait. Oui. De ce que l'homme et la femme, quand ils s'asseyent pour planifier leur vie, de ce qu'ils se disent. Que quand toi tu viens te dire, ok, ma famille, elle est comme ça, voilà comment. Parce que un homme qui est bien éduqué, un homme qui est, voilà, qui est responsable, il saura que, ok, par rapport à telle famille, même si on m'a demandé, je dis quoi, comme Mireille a dit 10 bœufs ou 5 bœufs, c'est à moi de jongler ou d'entrer dans une sorte de diplomatie ou dans une sorte de... Fanny, tu vas dire ça à qui? Il faut être pacifique. Dans une sorte de diplomatie, de discuter avec ma fiancée et de lui dire, voilà, on a prévu faire tant de choses, on doit construire, on doit. Maintenant, essaye de voir s'il n'y a pas quelqu'un dans la famille avec qui on peut essayer de négocier. Oui, pour pouvoir alléger, parce que c'est aussi, comment dire, déplorable pour la fille qui est au milieu entre le marteau et l'enclume. En même temps, d'aller défendre ton gars qui après on t'a doté, s'il y a un souci, les parents vont dire oui, tu le défendais et tout, machin. Voilà, il y a une réaction, Fanny, dans le public qui va contribuer forcément. Voilà, madame, vous avez le micro. Peut-être que tu t'es même mariée légitimement, sans être dotée. Voilà. Mais le jour où ta fille doit être dotée, c'est chez vous qu'on va donner cette dot. Ah, et non chez les parents de la fille. Et non chez votre mari. Mais ce qu'elle essaye de dire, c'est ceci. Si vous n'avez pas été doté vous-même dans un mariage et que vous avez de ce mariage est née une jeune fille, une fille, quand au moment de doter cette fille-là, ça ne sera pas chez votre mari. Ça sera dans votre famille. Parce qu'on estime que votre mari ne vous a pas doté. Comme la maman disait, parfois, une dette historique peut être payée dans cette génération. C'est-à-dire, ta grand-mère était allée en mariage, ton arrière-grand-père a été un peu injuste, et on dit, attends un jour dans ta famille, une de tes filles va se marier, et tout, parce qu'il y a des petites histoires de sorcellerie ici, ainsi de suite. Il ne faut pas prendre cette chose à la légère. Si l'émission a aujourd'hui pensé à cette thématique, c'est forcément que il y a une problématique sociale, une question qui revient toujours sur le sujet des abus enregistrés derrière cette pratique. Et nous y reviendrons, Alex, dans ta rubrique tout à l'heure. Alors, Vicky, Léonie, il faudrait qu'on conclue avec ta rubrique. Qu'est-ce qu'on retient? Mireille, si tu me permets, je voudrais que mes amis ici, ce plateau se positionne. Voilà. Répondez à la question. Répondez à ma question, je vous en prie. Qu'est-ce que vous pensez réellement de la dot? Moi, je suis pour la dot. D'accord. Et je suis radical là-dessus. Parce qu'il ne faut pas déconstruire la société africaine comme ça. Vicky, Vicky, je suis pour et contre. Je suis pour la dot parce que, originaire, comme je dis tantôt, de pays bamileke, chez nous, on est très conservateur, on est à cheval avec tout ce qui est tradition et tout ce qui va avec. On n'a pas trop le choix. Mais je suis contre les ambiguïtés, en fait. Et la capitalisation qui tourne autour manigances, en fait, qui entourent cette pratique-là. Voilà. Non, Mireille, Fanny, on va faire même toi, on arrive chez toi, Mireille. Je vais aller dans le même sens que Vicky, dans la dot, dans le respect. Pas de chosification. Voilà.
Et voilà, il faut respecter les familles, que ce soit du côté de la femme comme du côté de l'homme. Et comme on dit souvent en Afrique, ta belle famille, lorsque tu as été dotée, ta belle famille devient ta famille. La mère de ton époux devient ta mère ou ses sœurs deviennent tes sœurs, même si ce n'est pas souvent évident. C'est le principe, comme tu dis. Mais après, bon, voilà. En conclusion, alors, en conclusion, dis-nous. En conclusion, alors, nous pouvons dire ici que la dot ne doit pas être une chosification de la femme. Alors, qui sont ces femmes-là? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Merci de nous le raconter. Alors Mireille, commençons par féliciter de manière exceptionnelle une lionne indomptable qui fait briller nos couleurs sur d'autres cieux par son art. Il s'agit de Claude Lévy-Kameni, la talentueuse camerounaise résidant aux États-Unis qui a habillé notre prédateur lors de sa conférence de presse veille de son combat contre Tyson Fury. Ce super ensemble veste d'un imprimé africain de couleur bleue qui a victorieusement introduit notre champion du monde UFC à la boxe anglaise. Plusieurs autres stars connues de par le monde sont également tombées sous le charme de ces créations, à l'instar de Janet Jackson, la sœur du roi de la pop, ça c'était pour un de ses clips, et encore Kelly Rowland. Claude Lévy-Kameni a grandi au Cameroun où elle a cultivé sa passion pour la création et l'art avant de s'exporter aux États-Unis où elle a créé sa marque intitulée La Vie by Seka. Bravo, championne! Nous souhaitons également rendre un vibrant hommage à une autre femme de poigne qui incarne incontestablement la définition de la femme d'impact. Il s'agit de Bessa Elongo. Karine Bessa Elongo est une femme de ressources. Elle a suivi des études de gestion des entreprises et des administrations à l'Université de Nantes en France. Une vingtaine d'années plus tard, après avoir acquis l'essentiel de ses compétences en marketing, gestion des ressources, communication, branding, management, au fil de ses expériences en France, elle décide de rentrer au Cameroun, sa terre natale. 7 ans après ce retour, elle fait ce qu'il faut pour marquer de son empreinte dans le monde des affaires camerounais. Elle a donc cofondé Business Facilities Corporation SA, une entreprise se déployant dans plusieurs secteurs d'activité. Karine Bessa Elongo assure également aussi l'organisation du Cameroon Business Forum comme régisseur du premier ministère du Cameroun depuis 2019. Plateforme permettant aux acteurs du secteur public et du secteur privé d'échanger pour améliorer le climat des affaires. En 2020, Karine Bessa Elongo a été nommée membre du conseil de direction de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé et est la seule femme à siéger dans cette assemblée de 19 membres. Chapeau bien bas. Caresse Photo, une voix exceptionnelle dans le firmament de la sono mondiale, titre Le Parisien. Caresse Photo est une chanteuse camerounaise talentueuse, née et ayant grandi au Cameroun. Elle commence sa carrière en chantant dans les cabarets de la ville de Yaoundé, où elle a fait des chœurs pour plusieurs artistes. Elle se fait remarquer par sa voix exceptionnelle et rejoint le groupe camerounais Korongo Jam. En 2009, elle représente le Cameroun aux Jeux de la francophonie à Beyrouth et remporte une médaille d'argent. La même année, elle chante lors de la première commémoration de l'esclavage au siège des Nations Unies et au festival Sukiyaki au Japon. Finaliste du prix Découverte RFI en 2009, elle obtient la 2e place. Caresse Photo mélange la culture de ses ancêtres avec des sonorités modernes. Sa voix puissante et originale, teintée d'une légère rayure blues et de la tradition africaine, est reconnaissable entre toutes. Le 26 avril dernier, Caresse Photo a donc tenu avec brio un concert à la salle mythique de l'Alhambra Théâtre Music Hall à Paris. Un concert aux sonorités de chez nous qui a appris un peu plus aux spectateurs de divers ordres ce que c'est que la diversité culturelle de notre pays. Nous lui adressons encore toutes nos congratulations. Merci
Niki pour toutes ces informations, pour ces femmes d'impact-là, ces lionnes, ces Camerounaises qui ont brillé durant le mois qui vient de s'achever. Nous mettons pratiquement un terme à la première partie de ce magazine du leadership féminin, Women Impact. Mais avant, nous allons donner la parole à quelques femmes des associations qui nous accompagnent ce soir. Nous allons commencer, je vais commencer par la gauche. Bon, je suis Florence Maténé, épouse ma soeur Hello. Je suis membre de FAP, Femmes productrices, Femmes actives et productrices. Je fais dans la confection des habits, des chapeaux et puis du perlage. Du perlage. perlage. Il faut dire que l'émission Women Impact, c'est aussi pour accompagner ces femmes-là qui sont dans l'entrepreneuriat, les petits métiers. Vous encouragez aussi. Déjà, bravo, félicitations. Est-ce qu'on peut avoir vos créations? Merci. On pourrait les poser sur la table pour voir. Vous avez dit, vous faites des petits gadgets comme ça pour embellir les femmes. Oui. Bah, si j'avais pas un foulard sur ma tête, je l'aurais essayé volontiers. Voilà. Elle fait aussi des perles. Ah là là, mais Alex. Voilà. Ok, on va passer à... Et puis je fais aussi dans la décoration, location du matériel pour les événements. Bravo, 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 bravo. On va passer la parole à une autre personne. Bonsoir à tous. Je suis Ndiki Mirabel, je fais partie de l'association le FAP et je fais dans la confection des perruques pour femmes en tresse et en greffe aussi. Donc voici quelques on va pouvoir les quelques échantillons. Voilà, un peu comme voilà. Oui. Voilà. Ouais, c'est possible de les avoir. Voilà, merci. Oui. Super, non, une pièce c'est bon, ça va. Voilà, je crois que c'est ça là. Est-ce qu'on peut voir C'est magnifique. Voilà. Merci. Bravo. Et après, vous pouvez donner vos contacts pour que les femmes qui vous suivent et qui voudraient bien se procurer vos créations puissent savoir comment vous joindre. Bonsoir, je suis Madame Adja Chetou. Je suis dans l'association FAB. Oui, je suis dans la confection des vêtements. Ah toutes sortes, toutes genres. Super. Et la décoration aussi. Super. Donc, je n'ai rien prévu pour présenter. Non, c'est pas grave déjà. Oui, au moins, mais sinon, je vais donner mon contact. Très bien. Vous pouvez donner, en tout cas, on donnera un contact. La présidente peut donner son contact parce qu'elle est là. D'accord. Et si quelqu'un est intéressé, la présidente contacte la présidente qui va passer. Oui, si la personne est intéressée. Oui. Oui. Donc, Madame la présidente, donnez votre contact alors. Je suis Madame Chamga, Marie-Thérèse, présidente de FAP. Oui. Mon numéro de téléphone, c'est le 699 65 35 80. Voilà, merci. Allez, on va donner la parole également aux femmes qui nous accompagnent, mais qui sont à ma droite. Voilà. Bonsoir. Je vais faire oralement, je ne vais pas montrer la pratique ici. Oui. Nous sommes association féminine. Maman, mets ton micro. Féminine. Nous travaillons avec la délégation d'arrondissement de la promotion de la femme et de la famille. Oui. Nous faisons des modules, des formations en yaourt, savon liquide, savon, morceau, eau de javel, anti-rouille, l'huile pimentée. Bravo, bravo. Je suis Aïcha Touali. Je fais dans la transformation des produits alimentaires. Nous faisons dans la transformation des farines de maïs, de pâtes de bouillie également. Nous faisons également le piment sec et la pâte d'arachide. Merci à toutes ces dames qui ont tenu
à nous accompagner ce soir, à être sur ce plateau. Merci à l'association FAB, Femmes Actives et Productives. Nous avons pu découvrir ce qu'elles font déjà. Elles sont productrices, elles nous accompagnent chaque fois. C'est la deuxième fois déjà qu'elles arrivent sur ce plateau. Merci pour certaines personnes, pour certains téléspectateurs. L'Impact Builder. Nous allons découvrir dans quelques minutes, dans quelques instants, quelques secondes plus précisément, qui est notre Impact Builder de ce soir. Regardez. Voilà, chers téléspectateurs, notre Impact Builder est déjà avec nous. Et vous savez que dans cette rubrique, nous mettons en avant des talents sur tous les plans, que ce soit des hommes, des femmes, des acteurs de cinéma, des acteurs de football. Et ce soir, nous recevons un acteur de football, un ancien lion indomptable, mais qui aujourd'hui s'est reconverti. Il s'agit de Aurélien Chedjou. Aurélien, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci de l'invitation. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est toujours un plaisir d'être là, surtout entouré des charmantes dames ici comme ça. Voilà. Je suis content d'être là. Voilà. Alors Aurélien, aujourd'hui on va parler un peu de ta carrière, de ce que tu fais à présent. Ça fait quelques mois que tu es revenu de la CAN qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire en janvier dernier. Et pendant cette CAN, on t'a vu sur les différents plateaux de Canal+, permettez-moi de citer, de Canal+, voilà, comme commentateur. Aujourd'hui, on va dire Lion indomptable. Ex-footballeur pour commentateur, tu t'es reconverti en commentateur hein? Vous dites ce que vous voulez, mais je sais que quand on est lion indomptable, on l'est toute la vie. Vous aussi, vous êtes des lions indomptables. Merci. Donc oui, là, j'ai la casquette de consultant, d'ex-lion indomptable, d'entrepreneur. Je touche un peu à tout, quoi. Voilà. Alors, ça s'est passé comment? Partage un peu avec nos téléspectateurs hein, ton expérience sur les plateaux durant cette CAN-là en Côte d'Ivoire, s'il fallait dire quelque chose. C'était une belle expérience, mais c'était beaucoup plus challengeant parce que quand vous êtes footballeur, vous n'avez qu'à lasser les chaussures, vous échauffer et aller jouer. Mais là, il faut commenter le match, il faut regarder les actions. À savoir que souvent on regardait les matchs et le soir il y avait ce qu'on appelait soir de CAN. Donc un débrief par un débrief, voilà. Si vous avez regardé le match et que si vous n'avez pas regardé le match et que le soir vous dites ce qui est contraire au match, là vous me mettez un peu en porte-à-faux. Mais il fallait regarder le match, analyser les deux équipes, regarder les faiblesses des équipes pour pouvoir commenter le soir, comme je disais, et donner les clés pour les prochains matchs, pour les matchs à suivre pour obtenir les résultats que ces équipes-là espéraient. C'était pas mal, c'était une très belle expérience. J'espère que je le referai. Donc on est en train de parler avec toutes les équipes de Canal pour voir comment est-ce que je peux intégrer définitivement la cellule Canal+. D'accord. Alors Aurélien Chedjou, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Vous êtes une légende du football camerounais. Nous sommes très, très reconnaissants, n'est-ce pas? Légende, je ne sais pas, mais... Si. Pour nous, vous êtes une légende, vraiment. Nous nous rappelons de tout ce que vous avez fait pour notre équipe nationale. Nous sommes très, très reconnaissantes. Et sur ce plateau, nous tenons à vous dire merci. Merci à vous, merci à tout le public ici présent et à ceux ou celles qui ne sont pas là, parce que quand on porte ce maillot, on se sent pousser des ailes par le public qui nous pousse. Certains nous lancent des mots qu'on n'aimerait pas, mais au fond de ça, on sait que c'est de l'amour. C'est une manière de nous pousser à nous surpasser pour représenter haut et fort le vert rouge. Alors Aurélien, j'ai une question particulière. Tout récemment, nous avons appris que vous avez fait un master de footballeur professionnel à l'UEFA. De quoi est-ce qu'il s'agit? Comment ça se passe? Et est-ce que ça aide pour votre conversion?
Oui, tout à fait, ça aide bien sûr. Je pense que sans le MIP, puisque c'est appelé comme ça. Le MIP. Master for International Player. Ah d'accord. Donc c'est ça, c'est un diplôme qui est décerné aux footballeurs professionnels qui ont joué déjà en Europe, en plus avec l'équipe nationale et qui ont joué les compétitions européennes et qui maîtrisent l'anglais. Donc il y a quand même une sélection à voir. Et puis pendant 2 ans, vous faites le tour des clubs, des structures sportives, que ce soit l'UEFA, la FIFA ou la FIBA, pour ne citer que ceux-là, pour celle-là pardon, en parlant de structure. Pour voir comment ça fonctionne, parce qu'en réalité, comme je disais tout à l'heure, on a été footballeur, mais on ne sait pas tout ce qui se passe dans tout ce qui est entreprendre, former une équipe, former une masse salariale, pour ne pas que le club coule, prendre des stars, prendre des moins stars, prendre des jeunes pour pouvoir vraiment faire une combinaison pour avoir des résultats sportifs que vous voyez quand vous voyez le Real Madrid, Juventus et j'en passe. Donc il y a des gens qui travaillent derrière tout ça. Et puis moi, c'était beaucoup plus ça que je recherchais, être un directeur sportif ou alors un team manager d'une structure sportive, que ce soit européenne, africaine. Donc j'ai eu la chance, ou bien alors j'ai bien travaillé, j'ai été graduate comme on dit. Aujourd'hui, je peux me targuer d'avoir ce diplôme qui peut me permettre de travailler dans des ça n'a pas été difficile vu que les footballeurs sont souvent très axés sur le rectangle vert. Est-ce que ça n'a pas été difficile les cours de master? Je le disais dans mon propos que c'est très challengeant. Ça a été très très difficile. Si je vous dis que ça a été facile, je vous mentirais. Parce que la langue, c'est en anglais, comme je disais. Les cours sont vraiment que en anglais. Et heureusement que vous êtes bilingue. Vous parlez plusieurs langues. Donc oui, j'ai eu cette chance, j'ai pas fait. Et vous venez de citer quelques lions indomptables. Je voudrais, ce qui m'amène à te poser la question de savoir, je vais te tutoyer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sur le plateau. On est comme à la maison ici. Voilà, ce qui m'amène à te poser la question de savoir quelles sont tes relations aujourd'hui avec les lions indomptables. De plus en plus, on voit sur les réseaux sociaux des clashs entre les anciens lions, les nouveaux lions. Quels sont tes rapports avec les anciens et les nouveaux? J'ai de bons rapports. Moi, personnellement, j'ai de bons rapports avec tout le monde. Mis à part peut-être un quoi que je regrette il y a quelques années, que je ne citerai pas ici, mais moi, je regarde dans le futur. Quand vous finissez, pour moi en tout cas, quand vous finissez votre carrière, ce qu'il faut faire, c'est pas rester à la maison, c'est tenir la main des petits frères pour pouvoir leur donner ce qu'on appelle en anglais le legacy, l'héritage de l'équipe nationale. Donc nous aujourd'hui, en tant que retraités, on doit unir nos forces pour pouvoir les aider à accomplir ce qu'ils veulent accomplir. Ce n'est que le Cameroun qui sortira gagnant. Maintenant, pour répondre à votre question, moi j'ai aucun problème avec la génération d'avant, la génération de maintenant. Après, dans quelle maison il n'y a pas de problème? Il y a des problèmes comme il peut y avoir partout, mais c'est toujours bien d'appeler la personne. Il se dit que vous êtes très proche de Vincent Aboubakar. Aboubakar, c'est dans le football ou même en dehors, c'est un petit frère pour moi. Oui. C'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup, j'ai beaucoup d'amour pour lui. Quand il est arrivé à Istanbul, avant d'arriver en tout cas, quand il venait du Portugal, on a eu... et il m'a appelé plusieurs fois pour me demander comment ça se passait en Turquie. Et même le fait que j'ai arrêté, aujourd'hui on est toujours en contact, on ne passe pas une semaine sans ne pas savoir au téléphone. Donc quand j'étais à Garoua l'année dernière, il m'a donné quelques tips de la ville. Et puis donc on échange beaucoup, que ce soit sur le professionnel ou même dans la vie privée. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour son courage. Sur le plan général, les actions en faveur du football en général. Et sur le Cameroun, en ce qui concerne le Cameroun en particulier. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est ce que j'aimerais savoir. Qu'est-ce que vous pensez du football féminin au Cameroun, en fait? Qu'est-ce que vous pouvez, s'il y a des inputs ou des choses à changer? Parce que nous avons vu nos Lions se battre lors de la CAN la dernière fois et même pour les qualifications de la Coupe du Monde, ça n'a pas été aisé. Et malgré que, voilà, c'est toujours les hommes qui sont devant, mais elles essayent de tout faire pour pouvoir se démarquer. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Alors pour la première question, qu'est-ce que je fais pour le football camerounais? Je pense que si vous regardez les réseaux sociaux, vous regardez Internet, j'ai ouvert, enfin mon équipe et moi avons ouvert depuis près de 3-4 ans la Chidjou Sport Consulting qui aide les jeunes du Cameroun. La jeunesse, on fait plus dans le football jeune. On essaye de les aider à ce qu'ils fassent le moins d'erreurs possible, ceux-là qui veulent embrasser une carrière professionnelle.
on essaye de leur tenir la main. On fait venir les clubs européens au Cameroun pour qu'ils puissent voir ces talents-là. Donc moi je tends la main à la jeunesse camerounaise pour qu'ils deviennent demain les Jérémy Ndita, Brigo Besson et j'en passe. Ouais, donc pour répondre à votre question, ça fait déjà la troisième fois. On a été à Garoua, je parlais tout à l'heure avec... quand on parlait de Vincent Obakar, on a été là-bas pour voir aussi les jeunes de là-bas. On est en train d'étudier pour voir si on y repart là en juin. Donc j'essaie de faire aussi le tour des centres de formation pour aider ma petite expérience aux coachs, aux joueurs bien entendu. Et puis là on essaye, comme je disais, on n'essaye pas, on fait venir les clubs européens pour... on fait venir les clubs européens pour voir les talents de notre cher beau pays. Maintenant pour le football féminin, c'est bien que vous en parlez parce que durant mes 2 années dont je parlais par rapport au master, on a vu aussi le football féminin. Je peux vous rassurer que vous avez raison quand vous dites qu'en Europe c'est plus développé qu'ici. Oui, vas-y. Vous avez raison quand vous dites que c'est plus développé, au Cameroun. Mais je sens et je pense que la fédération est en train de tout faire pour pouvoir aider ces jeunes-là, ces jeunes demoiselles qui rêvent aussi de devenir des stars, des professionnels, mettre leur nom sur le football mondial. Mais de ce que moi je vois, c'est qu'on est en train de progresser. On est en train de progresser avec la Guinée Super League. Ça se passe plutôt bien. Donc il y a quelques années, c'était pas médiatisé, ça passait pas sur des plateaux comme sur lequel j'étais à Yaoundé dernièrement. Aujourd'hui, ça passe. Elles font des interviews, il y a des récompenses. Donc pour moi, je pense que c'est en train d'évoluer. D'accord. Bienvenue si vous nous rejoignez le programme Servimen Impact. Nous avons sur ce plateau dans la rubrique Impact Builder, nous recevons Aurélien Chedjou, ancien lion indomptable. Aurélien, si ce n'est pas indiscret, vous étiez à l'équipe nationale de quelle année à quelle année? Parce que j'ai des chiffres et des dates, mais je ne suis pas très précise. Il ne faudrait pas que je me trompe. Je préfère que ce soit vous qui nous dites. Alors, je pense que je suis entré à l'équipe nationale. On parle des A ou bien... Les A. Vous avez fait les seniors, les seniors. Je pense que j'intègre en 2008 oui. Et jusqu'en 2017. 2017, bravo, Plus de 10 ans, hein. 9 ans. 9 ans, voilà, 9 ans à l'équipe nationale, c'est un record quand même, Aurélien. Est-ce que vous avez une petite anecdote, parce qu'on dit souvent qu'avec ses coéquipiers, c'est comme une famille. Est-ce que vous avez une anecdote dans la tanière, ce qui vous a amusé et ce qui vous a frustré? Oula, il y a plusieurs anecdotes. Hein. Bon, il y en a celle plusieurs. qui vous a le plus frustré ou le plus amusé? Bon, plus amusé. Celle qui m'a le plus, je dirais pas frustré, mais je me suis rendu compte que le Cameroun, c'est le Cameroun, comme on dit. Voilà, le continent, comme on dit. Depuis quelques temps, on l'appelle le Cameroun le continent. Je me rappelle, on allait à une compétition, mais on a appelé ceux qui devaient s'occuper. Je ne vais pas donner les années parce que je ne veux pas faire des polémiques. Oui. On a appelé ceux qui s'occupaient des billets d'avion, des hôtels, et on ne les a pas eus parce qu'il y avait un décalage horaire. Oui. Et on s'est retrouvés à dormir entre potes à l'aéroport. Et puis les gens passaient, ils nous regardaient, ils prenaient des photos. C'était amusant. Sur le coup, on était un peu énervés. On voyait un peu des vedettes de football qui sont couchées sur les... Oui, mais après ça forge aussi. J'en parle aujourd'hui avec le sourire parce que ça forge. Ça montre que malgré tout, malgré le fait qu'on n'était pas satisfait, on était prêt à aller au combat, entre guillemets, pour notre équipe nationale. Voilà. D'accord. Bon, alors, vous avez dit qu'on peut vous tutoyer? Bien sûr. D'accord, ok. Donc, bienvenue sur ce plateau. Nous sommes très heureux de voir nos lions indomptables, c'est-à-dire que notre drapeau. Ma question sera côté jardin. On va sortir carrément du football, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la dot. Et de par nos petites recherches, nous savons que vous êtes un homme marié, vous êtes un père de famille, et nous voudrions avoir votre expérience. Donc, nous voulons savoir si vous, dans le cadre de la gestion en fait de votre organisation de mariage, vous êtes passé par un mariage coutumier, notamment la dot. C'était quoi votre expérience, positive ou négative, et qu'est-ce que vous pensez véritablement du mariage coutumier à l'égard de la protection de la femme et de la famille? Alors, moi j'ai eu la chance. Ouais. J'ai eu la chance de connaître une dame qui malheureusement n'est plus de ce monde.
ma belle-mère, qui m'a honnêtement facilité les choses. Parce que quand la famille essayait, elle était là pour me protéger. Ah, super. Donc j'ai eu la chance de connaître cette merveilleuse femme, comme je disais, qui m'a pris plutôt comme son fils et qui a essayé de... Vous n'avez pas donné des longues listes. Voilà, je n'ai pas une longue liste. Elle ne vous a pas demandé 10 postes. Non, au contraire. Peut-être il va falloir peut-être donner 10 peu. Mais c'est celui qu'on voit à la télé là, il faut qu'on a 5 pots. Au contraire, elle a essayé d'être indulgente vis-à-vis de ce que la famille demandait. Elle m'a dit de faire ce que je pouvais et elle m'a guidé ou bien elle m'a donné la direction à suivre pour pouvoir bien m'en sortir. Et moi, pour mon cas, honnêtement, elle m'a beaucoup aidé. Maintenant, puisque vous en parlez, il y a des listes vraiment on se demande si la famille n'est pas en train de vendre sa fille. C'est vrai qu'on est africain, c'est une tradition qui doit toujours exister. On est africain, il ne faut pas se perdre, ça c'est chez nous, il faut accepter. Mais maintenant, il faut qu'on reste dans la mesure du raisonnable. Est-ce qu'on fait une grande dot et arriver à la maison dans le mariage, celle qui arrive à la maison n'arrive pas à manger ou les enfants. Donc il faut quand même que ce soit raisonnable. Une fois encore, c'est la tradition, on fait avec, on accepte. Mais quand c'est exagéré parce que le monsieur il est président, directeur général d'une grande entreprise ou alors footballeur professionnel, comme vous le disiez tout à l'heure, ça devient tout et n'importe quoi. D'accord. Donc vous êtes pour les dots? Ah ouais, moi je suis pour la dot. Je suis pour la dot parce qu'on a beau faire 30 ans en Europe, 40 ans, il ne faut pas oublier qu'on est africain. On a du sang africain qui coule dans nos veines. On fait avec, c'est comme ça. On est né avec, on a grandi avec. J'ai une dernière question. Il ne faut pas perdre ses valeurs. Très belle réponse. Et pour cela, on voudrait vous demander quelque chose de particulier. En fait, c'est la tradition dans cette émission. C'est une tradition dans cette émission. Donc, on a prévu un petit objet. Vous êtes certainement très familier. C'est un objet que vous avez vécu pendant des années avec. Il se trouve sur un rectangle vert et il est au cœur d'un combat. Vous pouvez imaginer c'est quoi? Un ballon. Un ballon. Un ballon. Alors, voilà, chez Joe, on avait pensé à vous faire danser. Après, on s'est dit, voilà. Comme c'est pas un acteur, parce que généralement, quand on reçoit des artistes, on dit, vous pouvez danser. Quand ce sont des comédiens ou des acteurs de cinéma, on demande de faire une réplique d'une scène. Mais comme c'était un footballeur, on a dit, mais peut-être il va falloir qu'il essaie de nous montrer un peu ce qu'il peut faire. Attends, pourquoi vous riez? C'est toujours très Pourquoi tu élégant ris? de voir un footballeur. Tu vas nous montrer ici. Ça reste dans l'ADN. Comme on n'a pas un grand stade de football, je vais te demander de... On appelle ça quoi? Jongler. Jongler. 10, voilà, de faire 10. On oublie 10. pas ça. Si le ballon tombe, tu reprends. J'ai vécu toute ma carrière dans la pression. Je viens chez moi au Cameroun, on me met encore la pression. Alors, voilà. Alors, est-ce qu'on peut nous apporter un ballon ici? Bon, je crois que Aurélien, on peut avoir un ballon. tu vas Oui, poser ton micro. On l'encourage. Voilà, tu vas jongler jusqu'à 20. Bon, 10. Tout à l'heure, vous avez dit 10. 1, 2, 3, c'est parti. 1, 2, On 3, encourage. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15, 16, 17. Bravo. Le ballon, vous le laissez là à côté de vous. Voilà, nous nous acheminons déjà vers la fin de cet entretien. Si tu permets, voilà, j'ai une toute petite dernière question pour Aurélien. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on a l'habitude de poser à nos invités. Que diriez-vous au jeune garçon ou à la jeune fille fan de football qui a commencé du football amateur au quartier et qui vous voit à la télé actuellement là en train de rêver et se dit waouh, j'aimerais être comme Aurélien Chedjou demain, je voudrais avoir une carrière et même et même l'après-carrière aussi magnifique comme vous êtes en train de le faire, de préparer votre retraite. Que diriez-vous à cet enfant qui est en train de vous regarder et qui rêve? Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je pense, on dit en français, qui va aller loin ménage sa monture. Donc, il faut travailler. Il faut croire en vos rêves. Moi, je me rappelle quand j'étais chez ma maman en Dorpassi 3, j'avais plein les rêves dans ma chambre. Il n'y avait que des posters de footballeurs. Ça me permettait le soir, quand je me couchais, de rêver, de me mettre dans la peau de ces joueurs qui étaient déjà accomplis. Donc, croyez en vos rêves, que personne ne vous dise que vous n'y arriverez pas.
Donnez-vous à fond pour ne pas avoir de regrets après, parce que ça ne passe qu'une fois. Donc si ça m'est arrivé à moi, petit enfant de Mboko, ça peut arriver à vous, à n'importe qui. Croyez d'abord en vos rêves, croyez en votre talent, écoutez les éducateurs. Je pense que c'est comme ça que vous pouvez y arriver. Faut pas rêver, faut pas se prendre pour un autre. Écoutez les éducateurs, écoutez même les adversaires. Donnez-vous à fond pendant les entraînements et c'est comme ça que vous allez progresser. Bravo. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission. Merci Aurélien Chedjou. Merci à vous de l'invitation. Vous êtes toutes belles. Merci encore. Merci. J'espère que tu as aimé l'expérience. Oui, j'ai aimé. Je vais inviter Aboubacar, ne vous dérangez pas. Très bien. Il est vivement attendu sur ce plateau. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet autre numéro de Women Impact. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez été satisfaits de tout ce qui vous a été distillé tout au long de cette émission. Si vous avez des préoccupations, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission, sur le compte Instagram, TikTok et Twitter. Les adresses vont s'afficher au bas de vos écrans. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve le mois prochain. Bonne soirée en compagnie des programmes de Canal 2 International. Mama